Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi à la place, je suis un ancien officier de l'armée de terre française. J'ai effectué 3 séjours en Bosnie-Herzégovine en 1996, 1997 et 2001. Donc comme officier de l'OTAN. J'ai pas fait la période onusienne de l'ONU, mais j'en parlerai et j'y reviendrai également sur cette partie-là pour essayer de comprendre un petit peu les différents mécanismes qui animent ces opérations militaires internationales et multinationales. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Il y a certains points qui rejoindront les propos d'Elma, d'autres qui apporteront, je ne sais pas, peut-être un peu d'optimisme par rapport à ce que j'ai pu entrevoir et de l'expérience personnelle. Et c'est vrai que l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, c'est une histoire européenne qui est présente, qui est restée présente et qui est encore présente dans tous les esprits et qui était très présente au moment de la guerre. Alors je vais essayer d'articuler un petit peu mon propos en parlant sur qu'est-ce qu'on peut attendre d'une opération militaire et comprendre un petit peu comment cela fonctionne, parce que à la fois dans ces opérations, il faut concilier chez les alliés des intérêts qui sont différents, parfois concurrents, souvent convergents, mais ils ne sont jamais complètement opposés. Et ça rajoute à la complexité du fonctionnement de ces opérations. Voilà. Et à travers quelques exemples et quelques expériences, j'essaierai de traduire un petit peu comment un soldat ou un militaire sur ce théâtre d'opération a pu ressentir et voir la mise en place aussi des accords de Dayton. Qu'est-ce qu'on peut attendre des opérations militaires ? On sait très bien, et on est tous d'accord là-dessus, que ce ne sera jamais la solution finale. La solution finale qui est civile, par le biais de la culture. C'est un très beau moyen, mais qui est aussi politique, et on voit les limites aussi de la politique pour trouver une solution à ces conflits. Point particulier, les photos que je vais vous présenter ou que je vais faire défiler ne sont pas forcément en lien direct avec les propos que je tiens, ce sont juste des illustrations et sont vraiment tirées de leur jus. C'est des photos que j'ai apportées au ramené de cette époque-là, donc avec des moyens très, très rudimentaires, donc qui sont un peu passés, mais ça illustre bien, je crois, la situation à ce moment-là, dans les années 90. Donc, effectivement, la première photo, elle parlait de la Bosnie. Eh ben, c'était aussi, on ne l'a pas évoqué, mais c'était aussi un champ de mines, finalement, partout, qui limitait les mouvements, qui contraignait toutes les activités, et ça a été vraiment alors je ne sais pas où en est le nettoyage de ces champs de mines, mais ça a été vraiment une grosse plaie au moment de la mise en place des accords de Dayton. C'était présent partout, sur tous les axes, sur toutes les routes, avec des risques très, très permanents. La gestion de la crise, on s'inscrit toujours dans un cycle paix, crise, guerre. Après la guerre, il y a une phase qui apparaît pas sur le schéma, mais qui est la décroissance, un peu le retour à la vie à la normale. C'est ce qui s'est passé sur la fin de l'année 1995 et l'année 1996, et après avec le retour à la paix, effectivement. Et pendant ces périodes de guerre et de crise, il y a une alternance de périodes très fortes avec des combats qui sont souvent très médiatisés, mais aussi des périodes plus calmes de recomposition des différentes factions ou des différentes armées qui sont présentes. Et ces temps soit de recomposition, soit de trêve, eh bien, fait que les gens, les soldats, mais aussi la population civile, agit et interagit différemment pendant ces périodes-là. Et sans préjuger de ce qui va se passer après. Et l'arrivée sur un théâtre, dans un pays comme ça, d'uniformes, de soldats, qui soient de l'ONU,
ou qui soit de l'OTAN, qui soit peint en blanc ou qui soit en vert kaki, je pense que c'est toujours une curiosité pour les civils qui n'ont pas l'habitude de voir ces gens-là. Et c'est toujours vécu un petit peu comme soit avec de l'inquiétude, soit avec le rejet. Le rejet pour les factions, ceux qui combattent parce qu'on vient pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs. L'inquiétude parce que ce sont toujours des hommes en armes avec des moyens de destruction. Et puis souvent, on l'a bien vu au moment de l'ONU, j'y reviendrai, sur des périodes de frustration par rapport à ce qui peut être attendu et le fait qu'on ait mis 3 ans avant de mettre fin au combat. Les interventions de l'ONU ou de l'OTAN, alors je vous ai dit, j'ai pas fait partie de la période onusienne, mais je connais bien aussi les opérations ONU, puisque je les ai vécues sur d'autres théâtres d'opération, et le fonctionnement est complètement différent. En plus, à ce moment-là, la guerre a surpris finalement l'Europe et les armées occidentales qui ont dû s'adapter, puisqu'on était, après la chute du rideau de fer, où on était dans une logique d'affrontement de bloc à bloc. Là, on est intervenu sur un théâtre d'opération où tout le monde était imbriqué avec la ligne de front qui n'existait pas ou qui était extrêmement complexe. Et donc on était dans des situations de crise extrême, mais pour les armées européennes et en particulier l'ONU quand elle est intervenue, c'était pas des opérations de combat classiques qu'on avait la capacité à appréhender. Et en plus, dans l'esprit de l'ONU, dans l'esprit de l'Europe, après cet effacement entre les deux blocs, OTAN et pacte de Varsovie, il y avait eu des opérations. Les casques bleus avaient été prix Nobel de la paix en 1988, donc on était vraiment dans une logique de soldat de la paix. Le soldat était là pour faire la paix et pas pour faire la guerre, ce qui est un peu contradictoire. Voilà. Mais les deux opérations ONU-OTAN se sont déroulées quand même depuis le début, puisque la force qui était présente au sol, c'était la force ONU avec les soldats, les casques bleus, mais également l'OTAN conduisait des opérations aériennes avec d'interdiction de survol de la Bosnie-Herzégovine, en particulier par les avions serbes, qui pouvaient appuyer les forces serbes. C'était l'opération Deni Flight, et de contrôle de ces moyens. Et c'était aussi, l'OTAN était présent parce que cet appui aérien était censé fournir des moyens de coercition et des moyens d'appui à la force ONU. Moyens qui mettront beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, vous verrez sur les photos aussi, il y a beaucoup de ponts. Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de ponts détruits au début, vous allez voir, et puis des ponts reconstruits aussi qui ont été reconstruits après. Et finalement, il y a les ponts, ils relient toujours les zones entre eux. Donc c'est un côté un petit peu symbolique. Donc effectivement, la période onusienne jusqu'en 1995 est une période de politique minimaliste qui en fait rejette le rétablissement de la paix par l'action de force. Puisque même quand, pendant le siège de Sarajevo, quand il y avait les frappes et les bombardements, il n'y a pas eu de réponse violente et des moyens de coercition, que ce soit à partir de bombardements ou que ce soit à partir de réactions et d'utilisation de la force par les troupes de l'ONU. En plus, les forces de l'ONU pendant cette période étaient imbriquées les unes dans les autres. Donc au niveau tactique, c'était à la fois
un non-sens, puisqu'ils devaient surtout essentiellement se protéger, et ça ira jusqu'à la prise d'otages d'un certain nombre de soldats de l'ONU. Les forces de l'ONU avaient des tâches de protection et de soutien des négociations, d'interposition, d'aide humanitaire avec l'accompagnement de convois, et bien sûr de protection de l'aéroport de Sarajevo et de l'axe qui permettait d'alimenter Sarajevo par le mont Igman. La France a déployé quand même plus de 7000 soldats sous mandat ONU en Bosnie-Herzégovine. Pour quel résultat qui était finalement, somme toute, très, très limité. Mais ces résultats sont très variables aussi en fonction de la position où on les regarde. Je me suis amusé à aller voir quelques livres historiques que publient les régiments qui racontent cette période. Et dans le récit de ces livres d'histoire des régiments, tout ce qui était la protection des populations, les réussites, la perte des soldats, parce qu'il y a eu plus de 50 soldats français qui ont été tués, et les blessés, sont finalement mis en valeur, mais sur le plan politique et les non-décisions qui ont pu être prises ne sont pas évoquées. Mais ça, c'est une réaction un petit peu normale chez le militaire. Il faut préserver aussi la cohésion. Alors maintenant, je peux le dire beaucoup plus facilement que lorsque j'étais en activité, mais c'est un point important pour que le point de vue militaire soit intéressant. Et c'est plus les difficultés du quotidien qui sont soulignées dans ces histoires. Pour résumer, en fait, la force ONU était une force d'interposition sans capacité de coercition, plus pour rassurer et rassurer la communauté internationale. Et ça a sans doute créé beaucoup de frustration chez les populations locales, mais aussi chez les militaires. Mais ça, comme je l'ai dit, c'était pas dit, ou ça a été écrit après par un certain nombre de personnes. Et la force opérationnelle de l'État, quand elle va intervenir pour créer l'IFOR, l'Implementation Force, la force de mise en œuvre des accords de paix, et elle imposera effectivement la paix par l'usage de la force. Et c'est vrai qu'il y a eu des éléments déclencheurs, je l'évoquais tout à l'heure, les otages, les casques bleus otages pris par les Serbes et les postes pris par les Serbes, avec la reprise par la force à un moment du pont de Verbania, mais tout ça n'a pas empêché aussi malheureusement les massacres de Srebrenica. Il y a eu le massacre de Srebrenica, et après il y a eu le marché à Sarajevo qui a été bombardé, qui là a déclenché une réaction violente de l'OTAN, et avec un certain nombre de bombardements. Vous avez quelques illustrations, et destruction des moyens de communication serbes, de relais d'antenne, mais également bon, bien sûr sur Sarajevo les destructions avaient eu lieu, mais également sur beaucoup de ponts pour limiter l'approvisionnement des Serbes. Et là, les Serbes ont été quand même contraints de négocier les accords de paix, comme ça a été dit, qui ont été négociés à Dayton et signés à Paris le 14 décembre. Voilà. On parle beaucoup de Sarajevo, mais moi j'étais en poste à Mostar. Il y a aussi, et ça c'est une vue de Mostar, voilà, qui avait également eu pas mal de destruction. Un point que je voulais aborder également rapidement, c'est un peu comment fonctionnent les chaînes de commandement, alors chaînes de commandement militaire pour les forces. C'est ce que j'appelle concilier les intérêts différents, variables, mais qui sont jamais divergents. La complexité de ces opérations militaires vient du fait qu'elles sont multinationales, internationales. On avait, je crois, jusqu'à 37 nations différentes au moment de la force ONU, avec des armées qui avaient des standards complètement différents.
qu'il est parfois difficile de concilier, de dialoguer, ce qui ne simplifie pas la prise de décision. Mais avec l'OTAN, on avait également 33 nations au niveau de l'OTAN. Donc, cette variété aussi des unités, des systèmes de commandement, de la multinationalité, complexifie les décisions qui peuvent être prises sur le terrain, et quand il y a une réaction à avoir, on a toujours beaucoup plus de mal à obtenir une décision claire, d'autant plus qu'en fonction de la sensibilité de chacun des officiers ou des personnels qui sont là, ça influence l'appréciation et l'interprétation des situations sur le terrain. On prend l'exemple, on parlait souvent sous le mandat ONU de légitime défense et d'utilisation minimum de la force. Eh bien, tout ça, c'est sujet à interprétation en fonction de la nationalité, de l'histoire qu'on a et de la pratique qu'on a. À l'inverse, quand il y a les gens, les belligérants, les factions, que ce soit les Serbes, les Bosniaques ou les Croates, qui combattent, pour eux, ils ont des objectifs clairs, ils ne se posent pas ces questions, et l'utilisation de la violence est justifiée par le besoin d'atteindre leurs objectifs. Et c'est pour ça que le rôle de commandement est également très, très important. Une petite parenthèse, effectivement, je disais tout à l'heure, par exemple, des soldats de l'ONU ont été pris en otage par les Serbes, ce qui a été extrêmement violent et humiliant. Mais ce qu'on n'a jamais dit, et moi en 30 ans on me l'a dit qu'une seule fois, c'est que un militaire, contrairement à beaucoup de forces, à un policier ou à beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui peut donner la mort sans être en situation de légitime défense, j'évoquais. Prenons l'exemple du pilote dans l'avion qui va bombarder, il n'est pas en situation de légitime défense, mais il va aller apporter la mort. Et ça a été le cas aussi avec les soldats de l'ONU, c'est quelqu'un à qui on peut demander de mourir, de se faire prendre et de se faire tuer sans devoir se défendre. C'est tout le paradoxe qu'il peut y avoir et la complexité des situations. Et souvent, dans ces opérations, donc il y a cette complexité internationale, multinationale, ça se double de chaînes de commandement parallèles, c'est-à-dire que chaque pays met en place des systèmes de commandement qui lui sont propres dans sa chaîne, donc une chaîne franco-française, avec des gens qui travailleront que pour cette chaîne franco-française, et des gens qui travailleront que pour les Américains, que pour les Anglais. Et souvent, des fois, il y a des gens qui ont les doubles casquettes, qui ont à la fois un rôle national et un rôle international. Et quand on va parler, quand on a une mission, quand on va parler à quelqu'un, dans un état-major, il faut toujours se poser la question avec la personne à qui on est en face, est-ce que je parle à l'officier américain, est-ce que je parle à l'officier anglais, est-ce que je parle à l'officier allemand, ou est-ce que je parle à l'officier de l'OTAN? Et ça, on s'en amuse. Donc, et si on rattache aussi cette complexité des chaînes de commandement avec les préjugés et les alliances réelles ou supposées, l'action de force n'est pas toujours lisible par les populations qui subissent ou qui ont subi la guerre. Non, mais donc ça c'est très fort, très puissant. Et bon voilà, je passe. J'allais dire que effectivement les Français en étaient taxés d'être pro-serbes, je ne vais pas le cacher. Les Allemands d'être pro-croates, etc. Et les Américains pro-bosniaques. Et à la fois c'est vrai et c'est pas vrai. Bon, la mise en œuvre des accords de Dayton, une réussite. Alors, je passe sur quelques destructions du pont de l'OTAN. Alors, c'est marrant cette carte parce qu'il y a les trois secteurs.
quand je l'ai mise, je me dis, ça m'a fait penser à Berlin, où il y avait les 3 secteurs français vis-à-vis du pacte, où on s'était réparti le territoire. Voilà, la mise en œuvre des accords, ça a été quelque chose effectivement de très serré, avec des échéances très courtes, sur un an, et qui était extrêmement complexe, mais qui a bien marché, qui a bien fonctionné, avec des résultats. Il y a eu la fin des hostilités, il y a eu le contrôle des factions, il y a eu le regroupement effectif là, et le retrait des armes lourdes, qui ont été très, très bien menés et très bien construits. Autant la Fort-Pronu était franco-française, parce qu'avec beaucoup de Français qui étaient présents dans le système état-major, quand on est passé au système otanien, c'était les anglo-saxons, américains et anglais quand même, qui ont pris le pas sur le système. D'où aussi une évolution aussi du portage. Voilà. La mise en place de l'IEBL, on l'a évoqué, avec des échanges de territoires, et qui ont conduit à la répartition ethnique qu'il y a maintenant et qu'a présenté Elma. Voilà. J'essaye d'accélérer un petit peu. Je vais partager quand même quelques expériences et quelques ressentis que j'ai pu avoir. L'avantage que j'ai eu quand, en 1996, j'étais officier de liaison au CIMIC, c'est la coopération civilo-militaire. Et la coopération civilo-militaire, on en fait toujours. On a toujours l'occasion d'en faire, mais là c'était devenu avec le temps une véritable doctrine, et dont les objectifs étaient bien de justifier l'intervention de la force, de remettre en place et d'avoir un véritable soutien aux structures civiles pour la remise en place des structures civiles et politiques, et entre autres il y avait tout un volet soutien à la mise en place des élections, même si après c'est le volet politique qui prend place sur cet événement. Et alors, on avait un contact assez étroit avec les organisations internationales. Il y a eu beaucoup de reconstructions de ponts, des destructions qui ont été liées à la guerre, qui ont été faits sur des fonds et sur des financements de l'OTAN qui ont été mis en place, où on travaillait vraiment sur des projets de reconstruction dès 1996 par rapport à ces destructions. Et je disais que la France contrôlait moins le système OTAN, parce que c'était un peu un retour dans le système système militaire intégré de l'OTAN avant l'heure, cette opération. C'est-à-dire que les financements de l'OTAN, par exemple, qui allaient sur les différentes zones, sur la zone française au sud-est, on n'avait que 10% des financements. Donc ça montrait aussi qu'on maîtrisait moins. Le secteur de Sarajevo étant quand même un secteur à part, puisque tout le monde voulait être présent et montrer qu'il aidait à la reconstruction du pays. Donc ça, c'était un volet CIMIC sur la réalisation de ces projets qu'on a conduits et qu'on a fait. Et on menait aussi une action qui était complètement nouvelle, le PSYOPS, alors opération psychologique, mais en fait c'était tout le volet d'acceptabilité et de communication auprès des populations, comment dire, du travail, de la présence des forces de l'OTAN, et de travailler également déjà sur un système de réconciliation. Et moi, ce que j'ai pu voir personnellement, c'est que finalement, je ne parle pas au niveau politique, mais je parle au niveau individuel, j'ai eu beaucoup de séquences d'émotions, de gens qui se retrouvaient, qui avaient été séparés par la guerre et qui, par notre truchement, pouvaient se retrouver d'anciens collègues de travail, et qui pleuraient, qui étaient tellement heureux de se retrouver, qu'ils en pleuraient, qu'ils tombaient dans les bras l'un de l'autre. J'ai même, un moment, dans les quartiers les plus chauds de Mostar, partie croate, j'ai accompagné une infirmière serbe pour retrouver des amis, et c'était vraiment des moments d'émotion. Et je me suis dit, mais les gens, ils se détestent pas, ils se haïssent pas, ils sont capables de vivre ensemble. Malheureusement, il y a la politique qui intervient.
Voilà, au-delà de ça. Et c'est, il y avait quand même ce côté, cette lueur d'espoir qui était quand même très, très intéressante. Voilà. Et il y a eu aussi un événement aussi important en 97, c'est la visite du pape à Sarajevo sur le stade. Ah, ça c'est une vue là de zone où on voit encore les anciens camps de réfugiés déplacés, et puis des maisons neuves de reconstruction. Les programmes de reconstruction et du retour aussi également des réfugiés déplacés a été très compliqué. C'était un gros volet de l'UNHCR, mais qui a peu fonctionné parce qu'il y avait toujours beaucoup de craintes, d'autant plus que sur certains secteurs, les expulsions et les destructions de maisons à l'explosif ont continué même après la signature des accords de Dayton. Voilà, et la visite du pape à Sarajevo, donc ça c'est un peu... Ça c'est un tir de drone à l'époque pour surveiller, pour prendre des photos aériennes. Vous voyez que maintenant les drones ça a quand même sacrément évolué. Voilà, donc voilà, et même, alors à côté de Stolac, si je veux parler de cet événement, à côté de Stolac, il y avait des petites vallées étroites entre le secteur croate et serbe. Dès le printemps 96, il y avait des marchés qui s'étaient mis en place où les gens se retrouvaient et échangeaient les produits. Donc c'est bien qu'au niveau individuel et pour faire du business ou des affaires, les gens étaient prêts à le faire, mais pas forcément sous le contrôle ou sous l'égide des politiques. Et un élément aussi qui a été resté très, très présent et qui était très perturbateur aussi dans la mise en œuvre des accords de paix, c'est tout ce qui était mafia et crime organisé, qui est resté très longtemps présent et qui a gêné aussi la vraie mise en place, la vraie réconciliation, je pense, des accords de paix. Voilà. Pour moi, la Bosnie-Herzégovine, c'est sincèrement un beau pays. Ah, ça, le pont de Mostar. Je vais parler, peut-être ça fera un lien avec la culture. On a une obligation de temps, puisque après, on ira visiter l'exposition. Normalement, on est présent ici jusqu'à 18h. Il y a encore 3 interventions. Merci infiniment pour la richesse de votre présentation. Et on pourra continuer ensuite sous forme informelle. Merci. Merci à vous. La Bosnie est un très beau pays.